Bonjour à tous, docteurs du cinéma et ou généralistes de la science et tous ceux qui font la queue pour un test PCR ou autre. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7e art la ramène. Sa Science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est La guerre est déclarée de Valérie Donzelli et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est quelles sont les nouvelles armes contre le cancer du cerveau? Pour cela, nous ferons un point sur les différentes formes que peut prendre ce terrible crabe, la manière dont on le repère et dont on le traite, les nouvelles méthodes et sur l'accompagnement des patients et des proches. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Mehdi Touat, neuro-oncologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et chercheur à Sorbonne Université sur les sites de l'Institut du cerveau et du Centre de recherche Saint-Antoine. Bonjour Mehdi. Bonjour. Roméo est fils unique. Il n'a jamais connu son père. Sa mère, Claudia, l'a élevé seule. C'est une femme généreuse, libre et indépendante. Roméo et Juliette sont très liés à Claudia et à sa compagne, Alex, chez qui ils aiment passer du temps. Juliette, elle, a 2 grandes sœurs. La famille de Juliette est plus bourgeoise. Grâce à une donation des parents, Juliette et Roméo ont pu acheter un appartement. Juliette, faut que tu me dises pour les travaux si vous voulez que je vous aide. Oh, tu sais, papa, on va pas refaire grand-chose. Moi, j'adore comme ça. Juliette et Roméo sont confiants dans leur avenir et dans leur amour. Ils sont jeunes, heureux et amoureux, et la vie leur ouvre les bras. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans La guerre est déclarée, sorti en 2011 et inspiré de l'histoire personnelle des scénaristes Jérémy Elkaïm et Valérie Donzelli, également réalisatrice. Le film, nommé 6 fois au César, raconte l'histoire tendre de Roméo et Juliette, 2 jeunes gens fous d'amour qui se rencontrent dans une soirée. À leur bonheur sans faille s'ajoute bientôt Adam, leur fils, mais rapidement le bébé commence à montrer quelques signes inquiétants qui alertent les parents. Le verdict tombe bientôt, Adam a une tumeur au cerveau. Le film suit alors le parcours du couple entre opération, traitement et désillusion pour en faire ressortir toute la force et tout l'amour nécessaires pour traverser une telle épreuve. Avez-vous pu voir le film, Mehdi ? Oui, j'ai vu le film, oui. Et vous en pensez quoi ? Personnellement, j'ai trouvé que c'était un très beau film, en dehors même de mon métier, du fait que ça touche un peu aux pathologies sur lesquelles je travaille. Non, je trouve que c'était assez bien fait. On voit un petit peu toutes les épreuves que cette maladie va faire traverser aux patients, à sa famille. Et je trouve que le film aborde assez bien ces aspects humains. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, en quelques mots, quel est votre travail, votre spécialité à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ? Neuro-oncologue, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire qu'on va soigner des patients qui ont des tumeurs du cerveau. Donc, nous, on est plutôt du côté médical, mais on travaille en équipe avec des neurochirurgiens qui vont opérer le patient, généralement au début de leur prise en charge, des radiothérapeutes qui vont utiliser des rayons pour traiter la tumeur, et puis nous, du côté médical, on va utiliser des traitements systémiques comme la chimiothérapie et puis suivre le patient, l'accompagner et essayer de l'aider à combattre sa maladie. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu, parce que cancer, c'est un mot que tout le monde connaît, c'est un mot qui fait peur, hein, c'est The Big C, comme le disait le titre d'une série, mais concrètement, c'est quoi le cancer ? Alors, c'est une bonne question. Le cancer, de façon très schématique, hein, c'est une maladie génétique. Alors, pas génétique au sens héréditaire, génétique acquise dans les cellules après la naissance. Et donc, c'est une maladie qui se développe dans certaines cellules qui vont accumuler un certain nombre de mutations qui vont toucher des gènes qui sont très importants pour réguler le fonctionnement de ces cellules. Les gènes codent pour des protéines qui régulent la fonction des cellules. Et donc, si les cellules accumulent beaucoup de mutations, elles vont progressivement dégénérer et éventuellement mener à la formation d'un cancer. Alors, ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a pas un cancer, il y a des centaines, voire des milliers de cancers. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des types de cancers différents qui vont se développer dans différents organes selon des mécanismes propres
en fonction de ces organes-là. Et puis même si on prend 2 patients qui ont la même tumeur, le même cancer, on va avoir des différences assez importantes d'un patient à l'autre. D'accord, donc à chacun son cancer d'une certaine façon. À chacun son cancer. C'est un peu terrible à dire. Et est-ce que, parce que vous avez dit c'est pas héréditaire, et on voit dans le film à un moment donné le personnage se défendre de dire bah non c'est pas héréditaire particulièrement le cancer de son fils, mais est-ce qu'il y a peut-être des terrains peut-être un peu plus favorables au développement du cancer? J'imagine qu'il y a des substances qui aident, le tabac, l'alcool à l'excès, etc. Peuvent entraîner ce genre de choses, mais est-ce qu'il y a des héréditaires? On dit souvent que, par exemple, je sais pas, moi, on me demande si dans ma famille, il y a déjà eu des cancers auparavant. Donc, quels sont les terrains peut-être ou les choses qui provoquent, qui sont plus favorables au cancer, en fait? Alors, il y a effectivement des maladies héréditaires qui sont associées à des risques importants de développer des cancers. Ce qui est très connu, c'est par exemple les mutations des gènes BRCA1 et 2 qui vont s'associer à des risques importants de développer des cancers du sein ou des cancers de l'ovaire chez la femme. Et puis, il y a d'autres maladies qui sont éventuellement plus rares qui vont s'associer à d'autres types de cancers. Parmi toutes ces maladies-là, il y en a certaines qui vont éventuellement causer des cancers du cerveau. Mais si on prend l'ensemble des cancers du cerveau, ça compte pour environ peut-être 5%, voire un petit peu moins de 5% de l'ensemble des tumeurs cérébrales. Donc, vous voyez, c'est assez rare. Et finalement, chez plus de 90% des patients, on n'est pas capable de trouver de maladies familiales. Il y a peut-être des petits facteurs favorisants, mais on ne sait pas pourquoi le patient a développé cette maladie-là. C'est terrible. Donc en fait, on a tous une épée de Damoclès. Ça fait un petit peu peur en soi. Oui et non, parce que ça reste des maladies assez rares. Tant mieux. Ça, voilà. Je savais bien qu'il y aurait quelques bonnes nouvelles quand même dans ce podcast. Écoute, ça va pas très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Je donnais le biberon à Adam, on a joué un peu et puis il a vomi. Ah, mais tu m'as fait peur. Mais non, mais ça c'est rien, tu sais, en ce moment, il est super enrhumé, donc à mon avis, c'est les dents. Hein. Je suis hyper mal parce que comme j'ai joué avec lui juste avant, je me dis que c'est peut-être à cause de ça. Non, tu sais, il est grand maintenant. Je suis sûre que c'est les dents. Ça m'a impressionné parce qu'il a vomi d'un coup, c'est pour ça que je t'appelle. Excuse-moi de te déranger. Mais non, tu me déranges pas. Mais comment il est là, ça va? Bah là, il est en pleine forme. Il se marre. Enfin, il est couvert de vomi, mais il se marre. Bon, je vais le changer. Je te laisse. D'accord. Tu me rappelles sinon? Oui, je t'embrasse. Bah alors, qu'est-ce qui te prend, toi? Tu m'as fait flipper, espèce de petit con. Le film tourne autour d'un bébé, puisqu'on voit que le petit garçon Adam a moins de 2 ans quand il développe cette tumeur, en fait. Mais il y a des différences vraiment majeures entre un cancer chez un enfant et un cancer chez un adulte, au cerveau, je veux dire, surtout. Il y a des différences très importantes. Les cancers de l'enfant, nous, on a tendance à les assimiler à peut-être des maladies du développement, c'est-à-dire que c'est des maladies qui vont toucher des cellules qui sont en train de se développer et de former le cerveau adulte, tandis que les cancers de l'adulte vont être des maladies plutôt associées au vieillissement de ces cellules dans le cerveau, au fait qu'elles vont répliquer, en tout cas pour certaines dans le cerveau, pour entretenir le tissu. Et au cours de ces réplications, elles vont éventuellement faire des erreurs, et ce qui va conduire à la formation de ces cancers. Et donc, en pratique, très concrètement, on ne va pas du tout rencontrer les mêmes types de cancers. Il y a des différences très importantes dans les types de maladies qu'on rencontre entre les enfants et les adultes. Et puis après, il y a des spécificités aussi cliniques dans la façon dont ces maladies vont se révéler et puis dans la façon dont on va appréhender le traitement, parce que l'enfant a un cerveau qui se développe, et donc ça pose des problématiques particulières vis-à-vis des traitements, de ne pas induire des handicaps trop importants en lien avec le traitement qu'on fait. Donc, il y a vraiment des spécificités, et les équipes d'oncologues qui vont gérer les enfants sont des pédiatres, en fait, alors que nous, on va gérer plutôt des patients adultes dans notre service. Est-ce que, par exemple, un cancer de l'enfant peut être plus facilement traitable qu'un cancer du cerveau pour l'adulte? Pour certains, oui. Faut savoir que le
Le cancer du cerveau chez l'enfant, c'est la deuxième cause la plus fréquente de cancer après les hémopathies, donc par exemple les leucémies. Chez l'enfant, on va avoir un nombre assez significatif effectivement de tumeurs du cerveau qui vont bien répondre au traitement. Chez l'adulte, on est souvent plus en difficulté, bien qu'on ait certaines tumeurs pour lesquelles on peut obtenir des très bons résultats thérapeutiques, mais effectivement, on va observer des différences aussi sur la réponse au traitement. Et on voit dans le film que c'est pas si simple de déceler en fait la tumeur de base en fait. C'est-à-dire que le diagnostic se fait assez tardivement. En fait, on met du temps à repérer chez le bébé qu'il y a peut-être un souci en fait. Comment on diagnostique en fait un cancer ? Quand est-ce qu'on voit que quelqu'un a un cancer en fait du cerveau ? Alors ça dépend. Il va y avoir plusieurs modes de révélation, un peu en fonction de la vitesse à laquelle se développe le cancer et puis de la partie du cerveau que le cancer touche. Il y a certaines parties du cerveau qui vont être très importantes pour la motricité des bras, des jambes, du visage, et puis d'autres qui vont être plus importantes pour le langage ou pour la réflexion. Et donc, en fonction de l'endroit où la tumeur se développe, on peut observer des symptômes différents. Et les autres choses qu'on va avoir parfois, c'est des symptômes comme des crises d'épilepsie ou des forts maux de tête chez certains patients. Donc, c'est assez variable finalement. Effectivement, on peut parfois être en difficulté pour le diagnostic parce que on ne va pas forcément penser à ça en premier lieu. Et on le voit assez bien dans le film, qu'il y a toute une phase où finalement les parents s'inquiètent, mais ils ne savent pas est-ce qu'ils doivent consulter ou pas. Et puis même la pédiatre elle-même est en difficulté de savoir est-ce que finalement cet enfant a une maladie. Quand on la découvre, en général, c'est qu'effectivement, ça fait un petit moment qu'elle se développe. C'est très variable d'une personne à une autre. Une fois qu'on a diagnostiqué ce cancer, faut lui appliquer un traitement. On va essayer de le supprimer, c'est l'idée. Donc comment on définit le traitement et quels sont les traitements ? Il y a deux questions en une. Comment on définit le traitement à appliquer pour tel ou tel cancer et quel est-il en fait ? Alors, la première étape, c'est d'avoir un diagnostic précis et le plus précis possible. Et ça, on le voit aussi assez bien dans le film parce qu'il y a toute une hésitation et toute une phase de réflexion sur le diagnostic précis chez cet enfant. Et dans ce cadre-là, on va être amené à utiliser parfois des techniques très spécialisées, y compris de recherche, pour mieux cerner la maladie que le patient a. Une fois qu'on a cette information, on va décider du traitement de façon collégiale, c'est-à-dire lors de réunions qui vont réunir les chirurgiens, les radiothérapeutes, les oncologues, les pathologistes, les radiologues, un petit peu tous les médecins impliqués dans la prise en charge de ces patients, et on va essayer de choisir au mieux pour le patient en fonction de l'agressivité de sa maladie, de son potentiel de rechute après le traitement et de ce qu'on espère en termes d'efficacité des traitements. Et les choix, globalement, ils se font entre la chirurgie, la radiothérapie et les traitements systémiques, chimiothérapie, thérapie ciblée ou immunothérapie, qui peuvent d'ailleurs tous être combinés chez le même patient. C'est-à-dire que parfois, on va faire les trois ensemble pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible pour le patient. Alors on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, mais il faut un village aussi visiblement pour traiter le cancer, j'ai l'impression. Vous avez cité plein de corps de métier. C'est une grosse équipe, et c'est des équipes le plus souvent très très spécialisées, comme les cancers du cerveau sont des maladies assez rares, ça fait appel à une expertise et ça demande l'intervention d'équipes qui ont l'habitude de faire ça, oui. Et on voit dans le film que ce traitement évolue au fur et à mesure de la maladie. On arrive à déceler peut-être des nouvelles choses où le traitement s'est avéré inefficace, il faut changer de protocole. Ça arrive souvent, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas forcément une solution pour un problème ? Le problème peut toujours évoluer ? Ça arrive très très souvent. Malheureusement, c'est un peu une des principales problématiques à laquelle on fait face, c'est que le cancer, c'est une maladie qui va s'adapter
Et donc, on va faire des traitements. Le cancer s'adapte, c'est-à-dire qu'il y a certaines cellules qui vont avoir une capacité à résister à ce traitement, qui vont se mettre à évoluer. Et donc, il faut que nous, on soit capable de rebondir, de le détecter à temps et de changer de traitement. Et donc, on va être très, très, très souvent amené à changer les traitements. Et vous êtes neuro-oncologue, ça on l'a défini. Mais vous travaillez aussi en tant que chercheur, on l'a dit à 2 endroits, à l'Institut du cerveau et à Saint-Antoine. Sur quoi portent vos recherches exactement ? Principalement au laboratoire, on a deux grandes activités. Je vous ai dit que c'était donc des maladies génétiques. Et donc, dans le laboratoire, on va finalement aller analyser ces mutations, ces anomalies génétiques, et essayer de mieux les caractériser, c'est-à-dire de comprendre à l'échelle individuelle d'un patient, quand on retrouve certaines mutations, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au diagnostic ? Est-ce qu'on peut utiliser cette information pour préciser le diagnostic de la tumeur du patient ? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au potentiel d'agressivité de sa maladie ? Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la réponse éventuelle qu'elle va avoir au traitement ? Donc ça, c'est toute une partie de notre activité de recherche, de mieux cerner la génétique de ces tumeurs, de mieux cerner comment elles se développent. Et puis, on a en parallèle une activité qui vise à identifier des nouvelles pistes thérapeutiques et donc à identifier des vulnérabilités de ces cancers, c'est-à-dire des traitements qui vont attaquer et tuer ces cellules tumorales, à les tester au laboratoire sur des modèles in vitro ou des modèles animaux. Et puis, une fois qu'on a confiance en ces traitements qu'on a développés, aller les apporter à l'hôpital dans le cadre d'essais cliniques pour aller tester si ces traitements vont fonctionner chez les patients. Et donc, quelles sont les nouveautés, en fait, c'est terrible à dire, l'impression de parler d'un magasin, mais quelles sont les nouveautés dans le traitement et dans le diagnostic à l'heure actuelle au niveau du traitement du cancer ? Parce que vous avez parlé de l'immunothérapie, vous l'avez mentionné, et l'immunothérapie, il y a eu un prix Nobel en 2018 pour James Allison et Tasuku Honjo au sujet donc, de l'immunothérapie. Ça, c'est une nouvelle technique finalement, ou est-ce vraiment qu'elle est utilisée peut-être déjà contre le cancer ? L'immunothérapie, c'est un concept qui est assez ancien, qui remonte au début du XXe siècle, mais qui a effectivement connu des avancées vraiment considérables au cours des 10 dernières années. Et grâce aux découvertes, en effet, de ces chercheurs qui ont identifié, en fait, dans certains cancers, des mécanismes qui permettent aux cellules tumorales d'échapper au système immunitaire. Il faut savoir que le système immunitaire qu'on a tous, il est là à la fois pour nous protéger des infections. En ce moment, on parle beaucoup de l'épidémie Covid. Donc, notre système immunitaire est là pour nous protéger contre ce type de virus. Mais il est aussi là pour nous protéger contre des cellules qui commencent à dégénérer, à avoir un fonctionnement anormal, comme les cellules cancéreuses. Les cancers s'adaptent à ce système immunitaire et vont développer des mécanismes qui leur permettent finalement de mettre sous contrôle le système immunitaire, de faire en sorte qu'il ne s'attaque pas à eux. Et donc, ces chercheurs ont identifié ces mécanismes-là et ces découvertes ont permis de développer des traitements qui vont aller contrer ces mécanismes mis en jeu dans les cellules tumorales et donc réactiver la réaction du système immunitaire qui va aller attaquer les cellules tumorales. Et ça a une efficacité assez spectaculaire dans un certain nombre de cancers, comme les cancers de la peau, les cancers du poumon, par exemple. L'avantage de ce type de stratégie, c'est que, pour le coup, ça va être des stratégies adaptatives. C'est que le système immunitaire, comme la tumeur, va avoir une capacité d'adaptation et donc on ne va plus être dans ce jeu d'essayer à chaque fois de s'adapter aux modifications, de courir après la maladie. Et finalement, on va réactiver le système immunitaire qui est le meilleur système adaptatif pour lutter contre ces cellules tumorales. Mais ça ne marche pas trop pour le cerveau, finalement.
Pour l'instant, les résultats qu'on a sont mitigés dans les tumeurs cérébrales. On a quand même quelques patients qui vont très bien répondre à ce type de traitement. Et c'est une des thématiques très importantes de recherche, à la fois dans d'autres équipes, mais aussi dans la nôtre, et d'essayer de mieux comprendre quels patients sont les meilleurs candidats pour ces traitements d'immunothérapie, et chez les autres patients, comment mettre en place des nouvelles stratégies pour augmenter l'efficacité de l'immunothérapie dans les tumeurs cérébrales. Et donc, Mehdi, quelles sont ces nouveautés sur lesquelles vous travaillez avec vos recherches ? Les autres choses sur lesquelles on travaille, vous avez parlé de problématiques de diagnostic. Pour ce qui est du dépistage dans les tumeurs du cerveau, c'est assez difficile à mettre en place parce que c'est pas évident. Il faudrait en fait finalement faire des imageries très fréquentes aux gens et c'est assez anxiogène et c'est difficile à mettre en place en pratique. On a quand même des avancées sur le plan du diagnostic qui se basent en fait sur des analyses du sang et qu'on appelle nous des biopsies liquides, c'est-à-dire qu'à partir d'une prise de sang ou d'une ponction lombaire, on va être capable de détecter ces mutations qui sont spécifiques des cellules tumorales et donc d'aller détecter plus précocement, de faire le diagnostic du cancer et ensuite de suivre l'évolution de ce cancer. Donc ça, c'est une avancée majeure sur le plan diagnostique. On a aussi des gros progrès sur le plan de l'imagerie résistance au traitement, que ce soit l'IRM ou l'imagerie nucléaire qui finalement permet de pourquoi les tumeurs cérébrales sont si difficiles à soigner, quels sont les mécanismes de résistance propres à ces tumeurs cérébrales et comment les contourner. Ils voulaient tenir pour l'enfant, pour eux. Mais la réalité les a rattrapés peu à peu. Ils ont arrêté de travailler. Ils ont moins vu leurs amis. Ils se sont isolés. Et puis, il y a eu l'épuisement, la solitude. Ils se sont séparés, puis retrouvés plusieurs fois, puis séparés pour de bon. Ils ont refait leur vie, chacun de leur côté. Ils savaient qu'ils ne seraient plus jamais les mêmes, mais qu'ils resteraient liés l'un à l'autre pour toujours. Et face à l'immense épreuve qu'ils traversaient, ils sont restés solides. Détruits, certes, mais solides. Et dans une dernière partie, j'ai envie de dire, parce que le film, on parle du cancer, c'est évident, c'est le sujet, c'est le petit garçon qui est malade, mais on se focalise beaucoup sur les parents aussi, sur les parents, puis les parents au sens large, c'est aussi les grands-parents, c'est les proches, et on voit l'impact du cancer, de l'annonce du cancer, et puis de tout ce traitement sur et le couple et la famille. Il y a une scène sublime dans le film où le personnage de Valérie Donzelli, Juliette, donc apprend que son fils a une tumeur et elle va appeler toute sa famille au son de la musique de l'hiver de Vivaldi. Et c'est une scène terrible où tout le monde s'écroule en fait d'émotion, de tristesse à l'annonce de ça. Donc c'est une partie de votre travail, c'est cet accompagnement et du patient et des proches en fait. C'est une grosse partie de notre travail. Là encore, c'est une partie pour laquelle on va être aidé par le fait qu'on ait une grosse équipe et qu'on travaille avec différentes professions, que ce soit les infirmières, les équipes paramédicales qui sont au contact un petit peu quotidien et le plus proche avec les patients, des infirmières très spécialisées pour ces maladies. Nous, on parle d'infirmières référentes avec qui on va suivre les patients conjointement et qui vont vraiment nous aider à les accompagner. Et puis ensuite, d'autres spécialistes, les psychologues, les ergothérapeutes, les médecins rééducateurs. Et donc, c'est vraiment une grosse équipe et effectivement une énorme dimension d'accompagnement de ces patients tout au long de leur maladie. On voit très bien dans le film qu'il y a beaucoup d'étapes, des hauts, des bas. Et donc, il faut un petit peu accompagner le patient et ses proches dans toutes ces étapes.
Est-ce que pour vous, c'est peut-être presque pas la partie la plus dure, en fait, cet accompagnement? Parce qu'il y a l'humain à gérer, en fait. C'est une partie qui est effectivement plus délicate, parce que c'est aussi la partie qui a la plus forte charge émotionnelle, notamment quand on est en situation d'échec thérapeutique. Mais on fait le maximum pour les patients et on essaye de les accompagner au mieux. On voit que ça marche en tout cas, puisque dans le film notamment, le film se termine sur un carton où la réalisatrice remercie l'hôpital, les médecins et les infirmières, comme quoi votre travail est totalement noté. Avant de vous laisser, Mehdi, je vais vous poser une question, parce que moi je vous ai imposé un film, je vous ai imposé La guerre est déclarée, je suis restée dans votre sujet de travail. Alors à vous de me proposer peut-être, de me recommander un film que vous aimez bien, que vous auriez envie de partager, et de m'expliquer un petit peu pourquoi. Un film que j'ai revu récemment et que j'aime beaucoup, qui est un film japonais de Koreeda qui s'appelle Still Walking, et qui est un film que je trouve vraiment magnifique. C'est sur une famille et ça se passe sur une journée. Et c'est vraiment un film très beau, très, très, très poétique, que je vous recommande, et puis aux auditeurs s'ils l'ont jamais vu. De manière générale, je me joins à vous. Je peux recommander tout Koreeda, toute la beauté, la tendresse, la délicatesse de Koreeda. C'est exactement ce dont on a besoin. J'ai envie de dire en ce moment, mais même tout le reste du temps, ça fait pas de mal, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Merci en tout cas, Mehdi Touat, d'être venu nous donner des nouvelles du crabe et de la manière de s'en débarrasser. 7e Science est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.